Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Écoutez, nous avons un invité. Il se passe de présentation. On pourrait le considérer comme le dandy musical du Québec. Son style, toujours tiré à quatre épingles, toujours sur son 31, une voix radiophonique. Il est un fils du Québec, représentant fièrement la diversité, l'un des plus grands animateurs que le Québec ait connu. Messieurs, dames, accueillons Philippe Fémiou. Wow, c'est la grosse présentation, ça, monsieur. Ben, écoute, pour le travail que tu as accompli, pour cet héritage familial qui est tien, Philippe Fémiou, cette introduction, elle est très peu comparativement à toutes les introductions que tu as eu à faire dans ta carrière. Philippe, comment vas-tu? Ben, écoute, ça va somme toute plutôt bien ces temps-ci, même si le climat est assez, comment dire, chargé, voire même tendu. Il y a beaucoup de défis, hein? Chacune des journées nous amène des défis ces temps-ci, donc émotivement, des hauts et des bas, des intensités émotives très, très fortes quand même. Là, tu sais, c'est une période très chargée de notre histoire, à plusieurs niveaux. Mais je réussis quand même, ben, je suis chanceux, je suis bien entouré, autant au boulot qu'avec les amis, la famille. Alors, j'ai plein de gens partout autour de moi qui m'inspirent beaucoup. Donc, j'ai réussi à avoir des bons moments. Philippe Fémiou, on se doit de te demander comment qu'elle va, la petite? Ben, elle est rendue un peu grande quand même, là. On suit un peu son évolution. Mais ta petite fille, comment qu'elle va? Peux-tu nous en parler un peu, là? En ces temps de crise, les devoirs, comment ça s'agence? Papa, est-ce qu'il réussit à trouver du temps pour superviser les polynômes, les binômes, les monômes? On t'écoute? Ah, ça, c'est fini, ça, les polynômes, les monômes et tout ça, parce que ma fille est rendue maintenant au niveau collégial. Ah, OK. Ah, c'est plus une petite, là. Ah, Non, OK. non, non. C'est une femme affranchie, une adulte de 18 ans qui fait ses choix, qui fait plein de bons choix, OK, qui super. est très lucide et qui, c'est drôle parce que c'est dans ci même, elle m'aide moi-même, là, des fois, à continuer à avancer parce qu'elle a un très bon jugement, cette fille-là. Et puis, on échange sur des situations, on échange sur les mouvements sociaux ces temps-ci. Ça me permet de voir aussi comment la plus jeune génération est en train de s'outiller pour les prochaines années. Donc, on a des très bonnes conversations. Hier encore, avec ses amis, puis elle, on avait des discussions sur l'engagement, le militantisme. On regardait ça à travers le prisme de Octobre 70. OK. Et puis, elle avait plein de questions là-dessus. Ça fait 50 ans, là, Ah, actuellement. Ouais. ben oui, c'est ça. Elle avait écouté, regardé quelques films. On a regardé des films ensemble. On a échangé là-dessus. On a aussi elle a écouté des podcasts. Fait elle va très bien. C'est une fille qui est forte. Elle est forte à l'extérieur, à l'intérieur. Je pense que c'est une fille qui va vivre une belle vie. Merci beaucoup de prendre des nouvelles d'elle. Ouais, puis t'as forgé un peu cette relation avec ton enfant par ses voyages en Gaspésie. Tu pars avec ta fille parce que papa et maman l'ont longuement fait avec toi et ta sœur, Myriam Fémiou, très connue au Québec également, Philippe Fémiou. Ça, cette tradition qui se perpétue, ton amour pour la Gaspésie, ça, c'est quand même quelque chose que tu as réussi à transmettre à ta fille, mais surtout à développer des moments de conversation avec cette dernière. Peux-tu nous parler de ces longs périples en passant par le bas du fleuve? Vous vous arrêtiez sûrement à Sainte-Anne-des-Monts, le Sea Shack, hein? On connaît ça, les autres aussi à Coconut. Ouais, ouais. À Matane, à Saint-Jean, à Sainte-Anne-des-monts, à Rimouski, à OK. Rivière-du-Loup. On arrêtait partout, à Port-Daniel, à Percé, jusqu'à Gaspé. Je suis très content parce que, en fait, tu touches un point, là.
ça a été des moments qui nous ont permis d'avoir des échanges qui étaient très, très forts, des conversations sur la route. Hein, on le sait, le climat est favorable aux discussions. C'est long, puis on est dans l'habitacle comme ça de la voiture. Oui, Alors, oui, on a comme l'impression des fois qu'on est un peu protégé. On est dans un safe zone, hein, et puis là, on peut parler, puis on peut parler sans censure. On peut, le temps s'installe, des fois, on est bien aussi en silence, on est bien autant quand on échange que quand on est en silence. Moi, j'avais compris ça aussi avec les voyages qu'on avait fait, justement, comme tu en as fait mention, avec mes parents. On a fait la Gaspésie, on a fait on a fait toutes les provinces de l'Est, Nouveau-Brunswick, l'Écosse, l'île du Prince-Édouard, parce que quand on était jeune, mon père faisait des recherches et puis on allait sur la route des descendants d'esclaves, sur la route des afro-descendants. Et là, on s'est rendu faire des recherches dans des cimetières, dans des petits villages, tout ça, pour aller chercher le témoignage de l'oralité. Et puis ça, avec Myriam, ma sœur, mes parents, on a fait ça jeune. Donc moi, j'avais compris que ça permet de tisser des liens familiaux qui sont très forts, qui sont durables aussi. Puis c'est la raison pour laquelle, avec Simone, ma fille, on l'a fait à plusieurs reprises, je pense pendant 8 ans. Consécutive, sauf la dernière année, là, parce que à cause de la COVID. Mais ça nous a permis de faire ça. Puis pour moi, c'était intéressant aussi. J'ai toujours gardé un lien avec toutes les régions du Québec. Je les connais toutes. On parlait de la Gaspésie. Je connais chacune des poissonneries de la Gaspésie. Okay, je connais je connais tous les villages. Des gadis, hein? Des gadis au mort. Les bourgots. Aller chercher les bourgots, aller chercher les pattes de crabe, aller chercher le homard, aller chercher la morue. C'est les bonnes places pour ça, parce que j'ai toujours trouvé ça intéressant de bien connaître le Québec. Le Québec qui est pluriel, hein, il faut le dire, parce que le Québec de Montréal, c'est pas le Québec de la Mauricie, où j'ai grandi aussi, le Québec de la Beauce, ou encore le Québec de la BTB, puis le Québec de la Gaspésie, c'est pas le même. Et puis, pour moi, ça a toujours été important, puis ça nous permet justement, nous, notre famille, d'avoir un regard sur notre cheval de bataille principal, c'est-à-dire la diversité. Puis présentement, on en est à des heures, on n'a jamais connu. Charnière. Oui, c'est vraiment charnière présentement ce qui se passe. Puis moi, ma connaissance profonde de chacune des régions du Québec, ça me permet aussi de comprendre le tissu social québécois. En effet. Écoute, Philippe Fémieux, tu sais, juste, puis on va apprendre à te connaître pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Dans ces périples historiques avec ta famille en quête du passé afro-descendant du Canada, ça va vous amener même tu vas me corriger, là, mais tu as certaines racines qui sont en Nouvelle-Écosse. En fait, c'est ça parce que... Ouais, il y a eu une confusion avec les racines de ma famille. J'ai mis ça au clair dans les dernières années. Je suis allé dans le pays... T'es rentré au Bénin, c'est ça, ton père est béninois. Bénin, c'est ça. Donc là, je vais mettre des pendules à l'heure. Donc mon père est né au Bénin. Il est né au Bénin, lui, puis il a étudié là-bas au Bénin. Il a enseigné ailleurs en Afrique aussi, en Côte d'Ivoire, entre autres. Il est arrivé à Montréal en 67 et c'est là qu'il a rencontré ma maman. Alors, ça a été fabuleux pour moi. L'an dernier, je suis allé rencontrer mes cousins et mes cousines là-bas au Bénin. On s'est promené. J'ai vu où mon père a grandi. Puis où mon père a eu ses premiers chocs, je te dirais, entre l'Afrique et l'Occident aussi. Mon père, il y avait, au dire de mes cousins et cousines qui le côtoyaient à ce moment-là, avait des pensées assez progressistes en matière de panafricanisme, entre autres, et puis voulait vraiment s'affranchir d'une forme de liberté de penser à travers l'éducation, et puis ça entrait en conflit avec l'Afrique des années fin 60. Donc, il faut se rappeler que la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest ont atteint l'indépendance au tout début des années 60, donc 58, 59, 60, 61. Donc, il y avait des chocs culturels, des chocs de pensée qui s'opéraient dans ce temps-là. Puis ça a amené mon père à vouloir être curieux. Ça l'a amené... Ça, il m'en avait parlé avant sa mort, il y a 1 an et demi maintenant. Il en a souvent parlé, mais j'ai eu des confirmations là-bas sur le terrain au Bénin. Mon père trouvait ça étonnant qu'au Canada, pays juste à quelques kilomètres des États-Unis, parce qu'à ce moment-là, dans les années 60, il entendait parler de l'histoire noire aux États-Unis, mais quand tu faisais des recherches,
Il n'entendait jamais parler de l'histoire noire au Canada. Parce que ça avait été, hélas, très peu documenté. On le sait, les premiers historiens à l'avoir documenté, c'est Marcel Trudel qui avait fait ça. Mais ses travaux étaient vraiment préliminaires à cette époque-là, dans les années 60. Et mon père n'avait pas réussi à mettre la main sur ces travaux-là. Donc, c'est ce qui l'a amené ici à Montréal, à travers l'Expo 67, pour venir s'intéresser à cette portion d'histoire. Mais il va pas juste s'y intéresser, il va écrire de nombreux livres, il va nous faire découvrir les inventeurs noirs, entre autres. Il va même enseigner, il me semble bien, si les recherchistes de Coconut Podcast sont au parfum. Écoute, ton père est vraiment un pionnier et quelqu'un qui va être reconnu pour son apport en ce qui a trait à l'histoire des Afro-descendants présents en territoire canadien. On a même certains rappeurs, historiens très connus au Québec, Webster, qui vont s'inspirer de ton papa. Écoute, on parle de ton père pour plusieurs. Mais c'est qui ce monsieur? Bon, on va déjà apprendre à connaître Philippe Fémieux. Parce que Philippe Fémieux, il nous a dit qu'il a grandi en Mauricie, à Saint-Thècle. Bravo! Ouais, pas pire, hein? Pas pire, bravo! Autres, hein? Pas pire. Puis, puis à Saint-Thècle, c'est quand même en Mauricie, il va apprendre il va apprendre vraiment la terre. Ça a l'air que tu vas découvrir le passé de papa, parce que ton père avait quand même, mais tu vas le retrouver plus tard, toi, ce goût pour vestimentaire, ce goût des parfums, hein, ce côté dandy là qu'on te présentait. Ça vient de ton père. Peux-tu nous parler de cette période où ce que ton père est cet homme de lettres, et là, il va devoir changer un peu sa façon d'être pour s'acclimater à ce milieu rural qui est celui de Saint-Thècle. Peux-tu nous en parler de ces années à Saint-Thècle, Philippe Fémieux? Alors, c'était des années qui ont été fabuleuses à certains égards parce que, bon, on est en 74, moi j'ai 5 ans, et puis ma sœur est sur le point d'arriver. Ma sœur est 5 ans ma cadette. Okay, et puis, je me souviens à ce moment-là que mes parents prenaient la voiture les fins de semaine, puis ils cherchaient une maison en milieu rural. Il y avait une espèce de mouvement à ce moment-là, tu sais, du retour à la terre, du communautarisme aussi. Puis donc, mes parents veulent s'inscrire un peu dans cette pensée-là. Et puis, ils prennent leur bas de laine, les économies. Et puis, un jour, on achète une maison qui vient avec une ferme, un tracteur. Et puis, ils achètent des chèvres laitières. Donc, ça nous apprend ultimement, moi, à travailler très fort parce que sur une ferme, on travaille très, très, très fort. Ça tous les jours. C'est des longues heures durant la période estivale, surtout la période pour les foins. La période de moisson. Donc, oui, on travaille très fort. Comme de la Saint-Jean, aller jusqu'à la fin du travail environ, là. C'est constant. Et donc, moi, ce que j'ai appris, là, c'est surtout l'éthique de travail. Puis le fait de... Tu sais, il y a l'expression que j'utilise encore maintenant, c'est que pain is good. C'est-à-dire que c'est le dépassement. Yes. C'est que oui, même quand ça fait 16 heures, tu travailles dans le champ, il fait chaud, tu as faim, tu as les mains en sang parce que tu travailles avec les balles de foin, puis tout ça, ben, tu continues quand même. Puis après ça, ce que tu goûtes, c'est le sentiment du devoir accompli. Puis le sentiment du devoir accompli, ben, après ça a guidé toute ma vie professionnelle. C'est ça qui a façonné mon éthique de travail, le fait de travailler très fort. Puis ça donne bien parce que à ce moment-là, quand j'étais petit, je n'avais pas encore compris. Mais prendre une place active quand tu es afro-descendant au Québec, il faut que tu travailles très fort. Il faut que tu travailles plus fort que la moyenne. Ça, après ça, mon père, il me l'a dit plus tard, quand j'ai eu comme, je sais pas, 12, 13, 14, 15 ans, il m'a parlé de ça. Il dit, mon fils, je te le dis, là, moi, je le vois aller, le Québec, là. Ça va pas changer de suite. Il va falloir que tu sois meilleur que les autres si tu veux une place active. Parce qu'il voyait quand même que j'avais comme une énergie. Jeune, j'avais beaucoup d'énergie. Fait qu'il se doutait bien que j'avais comme des ambitions de me réaliser professionnellement. Et ça, il me l'a répété. Et ça, je suis pas le seul. Là. Je veux dire, moi, j'ai plein d'amis afro-descendants. Une chance que nos parents nous ont dit ça, qu'ils nous ont dit il va falloir que tu travailles plus fort que les autres. Une chance qu'ils nous l'ont dit parce que c'est la vérité. Parce que, et quand je dis ça, ça peut sembler cliché comme ça, mais
je trouve que le panorama qui nous explique bien cette réalité-là, c'est qu'il n'existe pas d'afro-descendants dans des secteurs clés en vue qui sont incompétents. Les afro-descendants que les Québécois ont acceptés, soit dans les milieux politiques, dans les milieux des médias ou des affaires, ce sont des gens qui sont dotés de qualités supérieures, là. Je veux dire, on n'a qu'à penser, je sais pas, mettons, à Boucard, là. Boucard, il faut qu'il soit scientifique, il faut qu'il soit drôle, il faut qu'il soit communicateur pour trouver une place. Tu sais, Guillaume Richard, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est un génie musical. Les petits débrouillards. Ben oui. Ouais. Normand, il joue tous les instruments, il est capable de jouer. C'est ça, là. Ouais. Des gens afro-descendants qui sont incompétents, il n'y en a pas. Mais tes parents vont jouer un rôle incroyable. Maman, gestionnaire dans le milieu administratif. Ouais. Papa, homme de lettres. On apprenait même que il y avait ce moment important lorsque vous écoutiez, même vous regardiez la radio. Puis là, aïe, bâton. Puis là, c'était un moment, mais je pourrais dire solennel. C'était une communion. Et là, il fallait même regarder la radio. Et à un certain moment, tu t'es dit, bon, si je veux attirer l'attention de mes parents, je vais rentrer dans la radio. Puis, t'as forgé ton esprit, puis à un certain moment, tu vas quitter le cocon familial pour des études, les hautes études, parce que le cégep fait partie de l'enseignement supérieur au Québec, et tu vas aller poursuivre ta formation, mais alors là, au Saguenay, puis à l'époque, il y avait un peu cette petite guéguerre entre Chicoute puis Jonquière, et tu as été au cégep de Jonquière dans ce fameux programme en arts et technologie des médias. Écoute, Philippe Fimiou, peux-tu nous parler à quel moment tu vas avoir cette volonté, ce goût de poursuivre tes études au niveau du cégep et surtout en arts et technologie des médias? C'est intéressant, là. Ouais. Ben, ça, c'est arrivé très jeune. Hein? C'est arrivé jeune, justement, quand j'ai vu... Quand j'ai compris le travail de mon père, donc, il documentait l'histoire noire. J'ai vu la richesse que ça avait, l'importance aussi. Donc, ça m'a tout de suite inscrit dans une logique, une dynamique de vouloir exister dans une vie de savoir. Et même dans une économie de savoir, je dirais. Donc, je voyais mon père qui écrivait. Moi, je savais que la plume, c'était pas pour moi. Mais donc, à ce moment-là, on était à la fin des années 80. Donc, on est en 88, 89. Là, je vois que le paysage médiatique est sur le point de changer avec l'arrivée des nouvelles chaînes et tout ça. T'sais, après ça, RDS arrive en 90, je pense. Météo Média arrive au Québec. Il y a déjà MTV qui cartonne beaucoup. TQS. C'est pas TQS qui est déjà là, oui, c'est ça. Puis, donc, on voit une éclosion parce qu'avant, c'était quand même très, très serré. Rentrer dans l'univers des médias au Québec, c'était difficile. Il y avait 3 chaînes, tu sais. Donc, t'avais Métropole, t'avais Radio-Canada, puis t'avais Radio-Québec à l'époque. C'était trop difficile. J'ai vu, moi, il y a une éclosion. Donc, moi, je voulais m'inscrire dans cette économie-là de savoir numérique, finalement, tu sais. Bon, le web, on ne voyait pas venir encore, mais on voyait venir qu'il était pour avoir de plus en plus de plateformes quand même. Je lisais beaucoup là-dessus à ce moment-là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu... J'avais déjà animé avant des soirées à l'école, tout ça. Donc, je savais que je voulais animer. Et là, je me suis dit, bon, ben là, je vais aller à Jonquière. Puis, donc, mes parents m'ont encouragé. Vraiment encouragé. On est allés ensemble pour l'inscription. C'est eux qui m'ont inscrit. Et puis, on est allés là-bas. Ils m'ont trouvé une chambre. Et puis, ils ont payé mes études supérieures. Et puis, je suis resté là pendant un moment. Et puis, là-bas, ce que j'ai appris, ça, j'en parle aussi avec ma fille Simone et ses amis aussi.
Ce qui est intéressant, quand tu rentres dans un programme qui est en lien avec ta passion, tes ambitions, c'est que enfin tu rencontres des gens qui rêvent comme toi, des gens qui ont cette même fougue intérieure, le feu qui veut les amener à se réaliser puis à réaliser les rêves finalement. Parce que moi, ce que j'avais connu avant, dans le milieu rural à Saint-Thècle, étant donné que le rêve de travailler à la télévision, à la radio semblait inatteignable pour les gens que je fréquentais. À chaque fois que je disais ça, moi, un jour, je vais travailler en télé, en radio. Oh, c'est bien fait mieux. Ah, si tu fais mieux, c'est bien si tu ferais chier. Là-dedans, comme ça. Hey, j'ai des profs qui m'ont dit ça, là. J'ai des profs qui m'ont découragé d'aller là-dedans, là, tu sais. Donc, là, à un moment donné, ben, j'ai dû taire mes ambitions. Je les ai pas fait disparaître en moi. Non, loin de là. Mais j'ai arrêté de le dire. Puis ça, je trouvais ça dommage. Parce que moi, je trouve ça bien de pouvoir crier sur tous les toits, haut et fort, qu'on a des rêves, qu'on veut les réaliser. Moi, ça fait partie de mon, comme je te dirais, de la façon que j'entretiens mon feu de chaque jour. De ton leitmotiv, là. Ben oui, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me drive, tu sais, pouvoir partager ça avec quelqu'un, puis avoir des rêves, faire des jalons pour y arriver. Donc, pendant un moment, je pouvais plus le faire à cause de l'entourage que j'avais. Et quand je suis arrivé enfin là-bas, à Jonquière, 100% des gens là-bas rêvent d'occuper une place dans les médias. Aux nouvelles, journalisme écrit, publicité, radio, TV, tout le monde. Donc, on est ensemble. Donc, j'avais vécu à ce moment-là, c'est l'émulation. Puis c'est les rencontres. Puis, écoute, là, à ce moment-là, là, il n'y a plus de rêve trop grand. Fait que ça avait été fabuleux pour moi. Quand j'en parle, là, encore, si tu me sens exalté, c'est qu'à ce moment-là, c'était vraiment, je savais que tout était possible, enfin. Mais l'éducation, c'est ça, parce qu'on sent que pour la famille, pour Paul Fémiu Brown, pour maman, c'était hyper important. On apprenait même que vous aviez un autre moment solennel chez les Fémiu. Lors du souper, papa, lui, souvent, là, comme le mien, là, il fait la même affaire, tu sais, ça a des choses intéressantes. Où ce qu'il écrit, puis là, il a terminé, puis là, il vient présenter ça à table. Et là, il y a ta sœur, qui a quand même grandi depuis, puis là, qui en fait lecture. Oui, puis Myriam est toute jeune, là. Myriam toute jeune. Myriam, 5 ans, 6 ans, 7 ans, là. Elle savait lire, elle, avant tout le monde à l'école, là. Elle avait appris à lire très, très rapidement. Puis c'est Myriam qui lisait les manuscrits de mon père autour de la table pendant que on faisait la vaisselle, après le repas. Oui. Critique d'art, c'est à partir de ce moment-là un peu que critique d'art, oui. C'est à partir de ce moment-là que tu vas un peu développer la chose, toi et ta sœur? J'imagine que oui, parce que c'est à ce moment-là que justement on pouvait commenter les écrits du paternel. Ma mère les commentait, les corrigeait au fur et à mesure même. Et puis oui, j'imagine que donc le sens critique et la façon d'exprimer un regard sur une création. Ouais, j'imagine que c'est là que ça a commencé. Tu as bien raison. Écoute, j'avais jamais réfléchi, mais tu as raison. Superbe. Écoute, de 88 à 90, tu vas faire ces études au Cégep de Jonquière. Ouais. Et écoute, tu as quand même fait le bon choix parce que peu de temps après ta sortie du Cégep, écoute, en 91, si ma mémoire m'est fidèle et que nos chercheurs ont bien fait leur boulot incroyable. Jusqu'à maintenant, ils ont merveilleusement fait leur boulot. Coconut Podcast, c'est un peu, tu sais, notre petit secret, là. On fait des recherches incroyables. Contenu, oui. On se prépare rigueur. Rigueur. Incroyable. Tu ressembles un peu à cet humoriste-là français qu'on a reçu à Coconut Podcast. Pascal Légitimiste, tu sais, l'héritage familial, ouais. Je trouve qu'il y a une similitude dans votre action, producteur, réalisateur, artiste. Ouais, t'as même été acteur. Merci beaucoup. On va en parler dans quelques instants même. Tu sors des études, puis tu vas commencer à trouver un boulot intéressant. Souvent par là que les Noirs passent, je te dirais. Tu vas travailler à Météo Média, c'est bien ça? Oui, j'ai travaillé à Météo Média pendant un bout de temps, mais j'ai pas travaillé à la télévision parce que quelqu'un m'avait déjà dit à un moment donné que
De faire la météo à la télévision, c'était difficile après de faire autre chose parce que l'étiquette est forte. J'étais chanceux, quelqu'un m'a dit ça, j'y ai cru, puis j'ai tout le temps refusé de faire la télévision. Je faisais de la radio à l'époque pour les radios AM du groupe, ça s'appelait Radio Mutuelle. CGMS, hein? Ouais, CGMS, CJTR à Trois-Rivières, CJRC dans l'Outaouais, CGRS, je pense, à Sherbrooke. Donc, c'est pour le Québec. Je faisais, donc, de là-bas, de Météo Média, ils offraient un service audio, service pour les chaînes radio. Je faisais ça les samedis, dimanches. J'ai fait ça pendant un bout de temps. Et en même temps, je travaillais à RDS aussi. À la pige, ouais, c'est ça, intéressant quand même. RDS. Parce que le grand monsieur Jean-Paul Chartrand, père, un jour m'a dit, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Ben, moi, j'ai dit, je vais travailler à Musique Plus. Parce que ça, c'était clair dans ma tête que c'est là que je voulais aller, tu sais. Mais il dit, tu connais-tu beaucoup la musique? Ben, je connais bien la musique, oui. Mais il dit, t'es-tu vraiment là, calé, ferré? Est-ce que tu connais tout de la musique? Je dis, non, je connais pas tout de la musique. Il dit, ça va être difficile pour toi si tu connais pas tout de la musique parce que, il dit, la job de communicateur, là, c'est une job où tu dois d'avoir un aplomb. Tu te dois d'être en pleine maîtrise. Puis quand tu es jeune, puis que tu ne maîtrises pas encore tous les codes de la communication, surtout en télévision, c'est lourd. Il y a l'éclairage, il y a une grosse équipe, il y a le timing à respecter et tout ça. Il dit, ça va être dur pour toi. Il dit, toi, là, qu'est-ce que tu connais le plus? Ben, je sais pas, mais je connais le handball parce que j'avais joué au handball, j'ai fait des camps sur l'équipe du Québec, j'ai fait quelques camps sur l'équipe du Canada. Fait que là, il dit, ben là, il faut que tu commences par ça. Puis il dit, c'est quoi il dit la chose qu'il faut que tu gardes en tête, ton USP, qu'il m'avait dit. Ton Unique Sales Proposition. La chose que toi, tu es le seul à pouvoir offrir. Que personne d'autre peut le faire mieux que toi. Il dit, ça, faut que tu te concentres là-dessus dans ta carrière, tout le temps. Il faut toujours que tu sois sur ton X. Ton X, c'est ton Unique Sales Proposition, que personne d'autre peut faire ça. Donc, moi, j'avais un background, mini background en communication, là. Puis, je connaissais le handball. Fait que là, j'ai pris ces deux choses-là ensemble. J'ai cogné à la porte de RDS. Puis ça, je savais qu'à RDS, il n'y avait pas de professionnels du handball là-bas. Il y avait des communicateurs, il y avait des professionnels de golf, il y en avait de basket, de football, de hockey, de baseball, Roger. Oui, exactement. Mais de handball, il n'y en avait pas. Alors, j'ai proposé ça. J'ai fait quelques reportages là-dessus. Ça m'a permis de rentrer. Puis après ça, je me suis apprécié. Fait que je suis resté pendant un moment pour apprendre justement le métier de la communication. Juste passer du temps justement avec des Jean-Pierre Chartrand, Jean-Paul Chartrand, qui avait déjà à ce moment-là près de 30 ans, 40 ans d'expérience. Donc, tu sais, moi, à ce moment-là, j'écoutais tout. Puis j'apprenais autant dans les corridors, dans la salle de maquillage. J'apprenais en studio. Ben oui, éponge. Là, je posais des questions, prenais des bières, j'apprenais tout. Fait que c'est comme ça que j'ai beaucoup appris, là. Puis c'est ça, j'ai été chanceux. Moi, j'ai été mis sur le chemin des gens qui m'ont proposé des grosses phrases, tu sais. Écoute, on va s'en rappeler le USP. Pas pire, ça. Intéressant. Je encore tous les jours. Oui. Tous les jours, parce que quand quelqu'un me fait une proposition pour, mettons, une émission, viens animer une affaire, là, tout ça, des fois, je suis là. Ben, c'est peut-être pas moi la meilleure personne. C'est peut-être pas moi. Je suis pas la meilleure personne pour animer ça, donc j'ai passé mon tour. Parce que, un, je ne peux pas ça faire. Puis deux, c'est pas de me mettre dans une des meilleures conditions. Je me mets dans des conditions gagnantes. Les conditions gagnantes, c'est le contenu que je possède. C'est pour ça que je suis allé vers les musiques du monde, la diversité, tous mes contenus, tout ce dont j'ai parlé toute ma carrière, tout le temps, c'est toujours en lien avec la diversité. Sauf quelques exceptions, puis effectivement, ça a moins bien été. Mais quand j'ai scoré, c'est quand j'ai parlé de diversité. Parce que ça, je connais ça, c'est ma passion matin, midi, soir. Écoute, tu fais Météo Média, RDS à la pige, tu te formes à la radio, mais très peu de gens le savent, mais tu as quand même été acteur sur des téléséries au Québec, quand même vaguement, rapidement, mais est-ce que c'est quelque chose où, dans un futur proche, on pourrait revoir Philippe Fémieux au petit écran dans une télésérie? On doit te le demander assez souvent. Est-ce que c'est quelque chose qui cogite? Non. Non, j'ai eu des propositions, en effet, à quelques reprises. Puis, j'ai pas l'impression que, pour faire un écho à ce dont on parlait tantôt, que je suis la meilleure personne pour jouer.
Parmi tous les comédiens qu'il y a, je sais qu'il y en a des meilleurs que moi. Et puis, non, c'est pas... dans ce temps-là, moi, je suis pas confortable. Okay. J'ai besoin, puis de plus en plus même, j'ai besoin d'être en plein contrôle, en maîtrise. J'ai besoin d'être en maîtrise. Ça, c'est ton expérience qui fait ça aussi. Oui. On sent que M. Femiou est plus sûr de lui de par ses prises de position, de par ses choix éditoriaux lors de ses émissions. Il y a quand même, t'es ancré, là, en quelque sorte, là. Oui, c'est important pour moi d'être, de sentir que je suis pas capable d'exister quand j'ai le sentiment d'imposteur. Je suis pas capable de ça. Puis en même temps, c'est parfait parce qu'au fil des dernières années, j'ai pu justement me développer une expertise qui, je pense, à moins que je me trompe, mais je pense même qu'on va être assez d'accord là-dessus. Donc, le contenu de la diversité, sa richesse va augmenter au cours des prochaines années. Donc, le contenu culturel de la diversité, il y a une adhésion de plus en plus grande. Il y a de plus en plus de citoyens qui en veulent, puis il y a des institutions qui maintenant commencent à faciliter la montée de ce contenu-là sur les différentes plateformes. Bon, il y a des gens qui ralentissent le groupe, c'est sûr, il y a beaucoup de gestionnaires en télévision notamment qui comprennent, qui pensent savoir c'est quoi la diversité. Donc, les autres, ils ralentissent vraiment le processus parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires maintenant qui sont vraiment, vraiment inadéquats, qui sont vraiment maintenant tombés... disgrâce. Ben oui, ils sont tombés dans le panneau aussi d'être incompétents parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la diversité. Il y en a plusieurs, des productrices, des producteurs privés, des décideurs en télévision, tout ce qu'ils connaissent, c'est le copinage avec les amis, les copains en place. On a des copains avec tous les privilèges. Les autres sont capables de gérer de la TV, du contenu avec les privilèges blancs. Mais quand on dit qu'on veut sortir de ça et on veut faire autre chose, là, ils deviennent complètement démunis, tu sais. Puis après ça, ils vont faire une sorte de sophisme pour dire que oui, moi, je comprends ça parce que, regarde, moi, j'ai adopté des enfants d'un autre pays. Ça veut dire que moi, la diversité, c'est important pour moi. Hein? C'est quoi ce sophisme? Moi, je l'entends tout le temps. Des affaires de même où, tu sais, non, mais moi, je voyage beaucoup. Moi, écoute, je vais à Cuba toutes les années. Fait que moi, là, j'aime ça. Moi, là, les autres, toutes les ethnies, manger, tout ça. Écoute, moi, tu sais que je fais... Pero entonces sabemos que hablas español muy bien, pero sí, ¿a dónde has aprendido tu español? ¿Puedes decirlo? OK, assez. Ah, c'est bon, bravo. Mais quel homme cultivé, toi! Monsieur Fibiou, faut nous inviter à vos émissions, Coconut Podcast. On sait que tu es polyglotte, Philippe. Ça va même t'amener à Musique Plus. C'est vraiment à ce moment-là, dans les années 90, la Mecque, c'est vraiment le think tank, c'est vraiment l'incubateur qui prépare ceux à en devenir, je dirais. Tu vas rencontrer les nabis, tu vas rencontrer tant d'autres, mais dans ce milieu à majorité caucasien, quelle a été la réceptivité à ce que vous fassiez partie de l'équipe? Comment avez-vous été reçus à ce moment-là? Tu sais, dans le milieu artistique, quand même, on voit arriver un grand bonhomme basané, s'exprimant avec différents accents, connaissant différentes langues, homme cultivé, fils de papa. Petit tigre, c'est tigre. Le fils d'un tigre est tigre. Comment tu as été reçu, Philippe Femiou? Moi, je dois te dire, là, pour être 100% honnête, j'étais vraiment chanceux parce que, donc, Musique Plus était co-détenu par un homme qui s'appelle Moses Znaimer. Moses Znaimer, ça, c'est lui qui a imaginé Much Music. OK, yes. Qui, donc, il a fait Much Music à Toronto. Yeah. Donc, il faut comprendre Much Music, grande différence avec la façon de gérer les médias dans le climat de l'époque, c'est-à-dire la télévision sur la rue, vitrée. Là-bas, il y avait ce qu'on appelle le Speaker's Corner qui permettait aux gens de pouvoir s'exprimer et d'être dans la télévision directement. Ici au Québec, on appelait ça le guichet Vox Pop. Ouais. Donc, pour Moses Znaimer, lui, fils d'immigrants juifs, puis à Toronto aussi, il faut le dire, la diversité culturelle était un avantage. Donc, dans la culture d'entreprise de Musique Plus, on sait que moi, avant que j'arrive là,
La plus grande star de Musique Plus, ça avait été Sonia Benezra. Oui. Donc, Sonia, avec ses accents, avec ses codes différents. Avec son pointé du doigt là, à la Sonia, là, tu sais. Pas mon petit elle avait amené ça, puis donc, les gens avaient compris, autant à l'interne qu'à l'externe, que ça pouvait être un avantage. Puis là-bas, les gens étaient comme intelligents. Ils voyaient aussi que c'était une façon de parler aux gens de la diversité, d'aller chercher des codes d'écoute. T'sais? Donc là-bas, c'était vu comme un avantage. Moi, quand je suis rentré, moi, à la Musique Plus, j'ai jamais eu le vent d'en face par rapport aux thématiques que je voulais explorer, puis tout ça. Loin de là, au contraire. Donc, et c'était bien répandu aussi au sein du corps patronal, là, à Musique Plus. Donc, c'était un avantage. Puis ça, je le dis, il faut le dire, grâce à Moses Heimer, la diversité était un atout. Et tu vois, à Toronto, c'est comme ça aussi. Hein? Tu vois, ici, au Québec, dans l'univers des médias, la diversité, c'est une patate chaude. Okay? C'est un problème à gérer pour l'élite blanche. Toujours un problème. Mais là, les quotas, il va falloir en mette. Puis là, ils ont tout le temps peur. Puis là, c'est tout le temps la semi-crise là, dès que tu parles de diversité là, dans les salles de réunion des médias. Tout le temps. Là. Ben, on le voit dans le politique aussi. On a un premier ministre présentement qui refuse de dire qu'il y a du racisme systémique. Okay? Donc, toujours un problème. Mais à Toronto, à cause de la mosaïque culturelle qu'il y a, l'idée d'aller parler, de faire des sondages, puis il y a tant de Sri Lankais, t'as tant d'Indiens là, puis t'as tant de Latinos, puis t'as tant de Jamaïcains, ça fait partie de la culture pour aller trouver ses cibles. Parce que c'est ça que les diffuseurs tentent de faire, aller trouver ses cibles. Sauf que pendant trop longtemps, ici au Québec, les cibles des communautés culturelles ont été ignorées. Moi, j'ai entendu dire jusqu'à tout récemment, parce que, tu sais, je veux dire, on va pas se mentir, à la télévision, on fait une émission pour pouvoir vendre des autos, des prêts hypothécaires, puis des meubles, puis de la gomme, là. C'est ça que c'est, puis de la bière. C'est ça que c'est. Puis pendant longtemps, jusqu'à tout récemment, 3-4 ans en arrière, ce que j'entendais chez les gens, les gestionnaires, ouais, mais c'est parce que les ethnies n'ont pas de cash, les autres. Ça donne rien de faire des émissions qui vont les intéresser parce qu'ils n'ont pas de cash. On entendait ça, tu sais. Et pourtant, quand je me promenais dans les universités partout, parce que je prononce des conférences dans l'université depuis toujours, dans les cégeps et les universités, qui est là? C'est les gens des différentes communautés. Quand tu rentres à l'Université de Montréal, quand tu rentres partout, là, tu vois même à Québec, à l'Université Laval, tu sais, c'est des gens des communautés culturelles. Donc, c'est pas vrai de dire, parce que tu sais, l'expression qu'ils utilisaient, c'est le spending power. Si on n'a pas le spending power, on va pas leur faire des contenus pour eux autres. Or, il était complètement en décalage, un peu comme notre gouvernement, complètement en décalage. Ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, donc ils ignorent cette cible-là. Ça, pour faire la boucle, à Toronto, ça a toujours été un avantage d'aller parler aux communautés culturelles, alors qu'ici, même encore maintenant, en 2020, c'est toujours une affaire de patate chaude. Tu vas passer à C'est quoi, quand même une des mecs de la radio, de belles années. La puissance musicale de Montréal. Entre-temps, tu vas même avant ça, tu vas être directeur à un certain moment en développement, là, un poste un peu plus de gestionnaire. Mais plus tard, vers 2003-2005, on va te retrouver à TQS, il me semble bien, si ma mémoire est bonne. Comment ça s'appelait? Le Love Story. Et tu vas... Le Love Story. Ouais, le Love Story. Et à un certain moment, il y a un des participants, le docteur Mayou. Puis à cette époque, lui, il prenait des positions des fois à l'emporte-pièce complètement là, hors des valeurs d'un Québec et d'un vivre ensemble. Et puis là, toi, tu as pris position. Moi, c'est à ce moment-là qu'on va découvrir un Philippe Fimiou militant affirmé, je dirais. Tu vas carrément dire non, moi je ne continue pas là-dedans. Par la suite, bon, vous allez chacun aller de vos côtés, Love Story de son côté, toi de ton côté. Peux-tu nous parler de ce moment? Est-ce que tu as senti que tu as vécu un peu d'incompréhension ou tu as senti que tu as été lâché par la station à cette époque-là? J'ai senti davantage un vent de solidarité parce que, bon, écoute, j'avais jamais vécu, j'avais jamais reçu autant de mots, de messages
de gens, d'avocats qui voulaient me protéger pro bono, de conseillers politiques même en cachette qui m'ont conseillé pour mener cette bataille-là, le dossier. Alors, j'ai senti vraiment qu'au-delà du racisme, parce que lui, c'est des paroles racistes qu'il avait proposé, le docteur, au-delà de ça, il y avait quand même au Québec très peu de tolérance pour les agressions, parce que c'est une agression verbale, finalement. Puis ça, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça, de sentir que le Québec était capable de se positionner, puis que le Québec ne voulait pas vivre dans une hostilité pareille. Alors, ça a été ça, puis c'est ça, j'ai été conseillé, j'ai été pris, là, comme ça, là, on m'a pris le Québec m'a pris dans ses mains pour m'aider dans cette situation-là. Et puis, je peux me dire que la finale de tout ça, là, c'est très bien déroulé. Moi, ce que j'ai appris aussi sur le plan humain, j'ai appris que lorsqu'on renonçait à quelque chose, on gagnait beaucoup. Parce que moi, j'ai donc renoncé à ce boulot-là parce que les termes et le climat ne me correspondaient plus. Sauf que, tu sais, c'était un boulot, tu sais, puis j'avais besoin de cet argent-là. Mais, écoute, tout a déboulé, d'autres jobs sont arrivés. C'est comme ça que je suis rentré à Radio-Canada. Ben, c'est ça, tu vas rentrer en 2010 à Fréquence Libre à Radio-Can, c'est bien ça? Je suis rentré avant ça, même. Avant ça, je suis un peu? Je pense, là, peut-être un an après, donc 2004. Je pense 2005, ouais. 2005, ça fait 15 ans que je suis là. OK, quand 2005, même. Je suis rentré à Radio-Canada parce que quand je suis allé sur le plateau de Tout le monde en parle, pour aller me défendre une semaine après, là, dans la crise, dans la grosse crise, là. Alors, je vais sur le plateau de Tout le monde en parle, puis là, j'ai rencontré le vice-président de Radio-Canada qui est venu me voir, qui m'a dit « Monsieur, j'ai remarqué comment vous êtes défendu dans la crise actuelle, puis vous n'avez jamais été revanchard. J'ai trouvé que vous avez amené beaucoup d'auteurs dans le débat. Si un jour vous voulez travailler à Radio-Canada, faites-moi signe. Moi, des gens comme vous à l'antenne, j'en veux. » C'est comme ça que c'est arrivé. T'sais. Donc, ma prise de position m'a amené à gagner une force intérieure. Quand je disais tantôt que quand on renonce, on gagne en force. Donc, ça m'a donné une force qui a été attirante pour des médias. J'ai eu d'autres propositions ailleurs. TVA m'a approché aussi à l'époque. J'ai eu plein de propositions dans cette foulée-là. Puis j'ai choisi Radio-Canada. Puis, juste avant de parler de Radio-Canada, et on s'en va vers la fin de l'émission, de l'entrevue avec toi, ça, c'est incroyable. Durant cette crise, tu vas recevoir énormément d'amour. Et je sais pas, il me semble qu'il y a eu une volonté de ta part de redonner, parce que tu vas avoir ce projet de restaurant que tu vas partir à cette époque-là. Peux-tu nous en parler, ce restaurant Robin des Bois, où les profits étaient versés aux organismes communautaires? Philippe Fémieux, incroyable cette idée. Peux-tu nous parler comment ça t'est venu, où c'est rendu aujourd'hui en cette période de crise sanitaire? On t'écoute à Coconut Podcast. Ben, le Robin des Bois continue ses activités depuis presque 15 ans maintenant, je pense. Alors, la directrice générale, Judy Servet, qui est la directrice générale, qui a réussi à passer à travers la première vague de la pandémie en ajustant son modèle d'affaires. On a fait des livraisons. Moi, j'ai livré à tous les samedis de la pandémie avec ma fille Simone. D'autres bénévoles ont livré aussi. Alors, quand on ne peut pas aller en salle, donc Judy Servet a réajusté là, son offre, puis les gens ont commandé, les gens ont envoyé. Moi, j'ai livré aussi dans des familles qui étaient dans le besoin. Donc, je dis big up là, sérieusement à Judy qui a réussi à faire ça. Elle est en train de revoir à nouveau son modèle d'affaires pour la deuxième vague de la pandémie avec le conseil d'administration et tout ça. C'était l'idée de Judy à l'époque. Donc, c'est la mère de ma fille. On était ensemble. Et puis, elle avait vendu son entreprise et puis elle voulait mener ce projet-là à terme. Et puis, les gens avec qui on en avait parlé trouvait l'idée très bonne, donc d'offrir une façon de s'impliquer en faisant du bénévolat créatif, du bénévolat qui était intéressant, donc dans un resto, soit en salle ou en cuisine. Donc, il y avait quelque chose qui était attirant là, et puis de remettre les profits après ça des organismes qui travaillent en milieu urbain. Donc, c'était intéressant, mais c'était pas facile à monter. Puis, ce qui est arrivé, c'est que la conjoncture, les deux conjonctures est arrivée. Je suis arrivé dans une crise médiatique en même temps qu'on essayait de mettre en place
le conseil d'administration et d'aller chercher du financement pour le départ, pour les premières activités de départ. Et moi, dans la crise médiatique, les médias voulaient me faire parler contre le docteur Mayou, ou contre le diffuseur. Hein? Les médias, c'est ça qu'ils font souvent. On te fait parler de façon négative pour aller chercher une réaction et monter après ça, faire une espèce de build-up. Une crise, c'est comme ça, crise médiatique. Alors, c'est ce qu'ils essayaient de faire. Moi, comme tantôt je l'ai évoqué, j'étais très bien conseillé. On m'avait dit exactement ce que les médias étaient pour essayer de faire et tout le monde l'a essayé. Donc, moi, ma porte de sortie, c'était plutôt que de parler de quelqu'un en mal, je vais parler d'un projet en bien. Quand les gens me posaient des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire avec lui, puis tout ça, puis sur pas ça écœurant, blablabla. Moi, présentement, là, je me concentre sur un autre projet, puis je vais profiter du temps qui m'est alloué présentement pour parler du projet comme ça. Puis c'est le même qu'on a réussi à monter. On a parti à Facebook, on a cherché du financement, le financement est rentré, on a monté une banque de bénévoles. Puis comme ça, tout s'est mis en place. Fait que moi, ce que j'ai appris là-dedans aussi, c'est que, tu sais, quand t'es pris dans les rouages des médias, puis t'as une crise médiatique, et là, je le vois souvent, là, depuis des années, je le vois, je trouve qu'il y a des gens qui sont vraiment très mal conseillés. Parce que d'aller parler contre quelqu'un, c'est inélégant et ça peut être dangereux même. Et donc, pour éviter, moi, ces pièges-là, j'ai décidé d'avoir un narratif qui était positif, qui a fait en sorte que, justement, je suis allé chercher la sympathie. C'est ce qui a fait, finalement, que les gens m'ont fait des jobs après. Parce que, tu sais, aller crier sur les médias, puis te plaindre, puis attaquer les autres, puis tout ça, c'est pas si joli, hein. Puis le message que tu envoies au futur employeur, c'est que tu as un paquet de troubles. C'est ça le message que tu envoies, que tu es pris dans l'hostilité, dans les problèmes, puis tout ça. Alors que moi, je voulais pas être ça. Moi, de ma nature, je suis un garçon qui préfère la zone de confort à la zone de conflit. Avec ça, je me suis dit, bon, je vais mettre en place, je vais utiliser ce temps médiatique-là que j'avais besoin. Et puis, c'est comme ça. Ça m'a beaucoup appris, tu sais. Ça m'a beaucoup appris à articuler des messages qui sont positifs aussi. Parce que dans ma mise en valeur de la diversité, c'est tout le temps ça que je tente de faire. Moi, dans mon champ lexical, il faut que je trouve des nouvelles façons de valoriser l'autre, valoriser l'artiste, valoriser une chanson, valoriser une œuvre, valoriser une plateforme. Moi, je valorise en longueur de journée. Et la plateforme qui te permet de valoriser la diversité, ici, musique, écoute, de 13h à 15h, 2 heures avec Philippe Fémieux. 3 heures. 3 heures, c'est midi, excuse-moi, mais oui, midi à 3 heures. Puis, écoute, depuis que on est en voiture, on tombe sur Philippe Fémieux. Écoute, tu nous fais découvrir les Pierre Quenders de ce monde, Mathéo, Ilham, tu sais, Tapa, entre autres. Tu sais, tu nous fais découvrir tout plein d'artistes incroyables, entre autres à cette émission via Fémieux. Wesley, Wesley, mon ami. En plus, il a gagné un Juno à Toronto, lui, là. Oui, oui. Oui, c'est grosse pointure. À la tienne. Bon bagaille, hein? Bon bagaille. Et incroyable Wesley, sa guitare. Tout récemment, en plus, le 4 octobre, si ma mémoire est bonne, là, tu animais, mais tu sais, ce festival numérique, peux-tu nous en parler? Ça a été intéressant. C'était 5 heures de festival numérique là, à Radio-Can. Peux-tu nous en parler, Philippe Fémieux? Ben oui, ça, là, c'était incroyable. Là. Les patrons qui ont voulu qu'on trouve une façon d'entrer en contact vraiment dans l'intimité émotive avec nos auditeurs, nos auditrices. Alors, ils nous ont demandé d'imaginer un festival, et puis un festival musical avec nos animateurs. Donc, j'avais 8 de mes camarades, de mes collègues qui sont venus me voir. Le triangle. Ouais, c'est ça, ouais. Les auditeurs, mes amis, mes camarades, puis la musique, la prestation. En fait, le triangle comme ça, c'est une thématique que j'ai imaginée. Ça, quand ma boss, elle m'a dit qu'elle voulait qu'on mette nos animateurs de l'avant, puis tout ça, puis qu'il y ait des prestations musicales. C'est là que j'ai imaginé le triangle. Puis, donc, c'était une mise en valeur, hein, carrément pendant 5 heures, de ce que les gens ont vécu. Claude Pelcag, entre autres.
Ah ouais, puis qui est mis en Saskatchewan, qui on avait donc, j'ai des trous de mémoire là, mais À on avait travers le Canada, là, c'est ça? le Canada, puis donc 8 artistes et groupes. Et je tiens à souligner ici qu'on était en haut de la parité parce que c'est un des challenges ces temps-ci, c'est d'avoir selon certains, il y en a qui trouvent ça difficile d'avoir une parité homme-femme dans les programmations. Nous autres, on a plus de femmes que d'hommes. Fait que ça, Puis j'étais les gens content. non binaires aussi, là, qu'on prend en considération de plus en plus, là, aussi, là. Tout Puis les à fait. personnes issues de la diversité, ça, c'est intéressant, ça. Exact. Donc, on a réussi à faire ça, puis à se parler, puis à entendre les témoignages aussi des gens, parce que les gens, à travers la radio, ont vécu beaucoup d'émotions durant les 7 derniers mois à cause de la pandémie. Et puis, on a entendu les gens témoigner de ce qu'ils ont vécu et tout ça. Donc, c'est vraiment fabuleux de se mettre en relation, de se parler, puis de se coller radiophoniquement parlant, faute de pouvoir se coller dans la vraie vie. Le dimanche aussi, tu nous animes ça à plus qu'un hit avec Philippe Fémiou sur les ondes d'ici Musique, c'est bien ça? Ben oui, tout à fait, Ouais. c'est musique. Puis, peux-tu nous dire c'est à quelle heure déjà? Ça, c'est à 14 heures. 14 heures à 14 16 heures. heures, disponible sur icimusique.ca, sur l'application Radio-Canada Audio. Donc là, c'est les réactions fortes sur les palmarès partout dans le monde. Ce qui se passe sur TikTok par le biais de la musique. Ça a l'air que tu as suivi TikTok tout l'été. Mais t'as pas fait de vidéo, mais t'as suivi ça. T'as même fait quasiment une étude anthropologique sur ce qui se passe sur TikTok en 15 secondes. Ben oui, parce que tu sais, il y avait beaucoup de gens en confinement qui avaient beaucoup de temps à perdre cet été. Alors, je trouvais ça intéressant de regarder le temps que les gens ont mis à faire des défis et tout ça. Évidemment, ce sont des gens, moi, ben, tu sais, TikTok, c'est global. Alors, je trouvais ça intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. J'étais en manque de dimension grégaire aussi, je dois l'avouer, cet été. Alors, c'était ma petite dose là, de voir les gens agir, d'avoir les gens avoir du plaisir. Sur TikTok, oui, on peut dire que c'est mince. C'est mince, mais c'est du pain et des jeux pour tous. Hein? C'est ça, fondamentalement. En ces temps de soubresauts sociaux, on a vu ce qui est arrivé à Joyce Echequan à l'hôpital de Joliette. On a vu ce qui s'est passé, ce qui se passe encore aux États-Unis au niveau de la brutalité policière à l'égard des populations noires, George Floyd entre autres. Écoute, cette période, elle est assez difficile. Toi, tu es à la barre d'un micro à la radio d'État tous les jours de la semaine, excepté le samedi. Là, tu réussis avec ta musique, Philippe Fémiou. Tu dis que la musique, véritablement, nous permet de passer au travers de ces moments hyper difficiles que nous sommes en train de vivre en tant que Québécoises, Québécois. J'aimerais t'entendre sur ce que tu as vu qui s'est passé à l'hôpital de Joliette et également, toi, ce baume que tu apportes sur les cœurs des Québécoises et Québécois qui t'écoutent de par la musique, comment la musique peut être thérapeutique. On t'écoute, Philippe Fémiou. Ouais, oui, les temps actuels sont vraiment là, très anxiogènes. Je pense que rares sont celles et ceux qui peuvent dire qu'ils n'ont jamais vécu de moments d'anxiété au cours des 7 derniers mois. Moi, j'avais jamais flirté autant avec ces états-là. Et puis, ça m'a amené à être beaucoup plus sensible et de vouloir offrir une espèce de havre dans mes émissions pour que les gens, qu'on puisse décrocher finalement pendant un moment, qu'on puisse se concentrer sur la beauté de la musique et puis les initiatives aussi des gens, des citoyennes, des citoyens qui veulent enjoliver notre quotidien. Et je le dis, je m'amuse à le dire là, depuis le début de la rentrée, je dis, on va passer à travers cette rentrée 2020 une tourne à la fois. Puis c'est vraiment ça. T'sais, moi, dans les moments difficiles de ma vie, là, je sais pas, de mon père, whatever, truc machin, ou quand j'ai une surcharge de travail, je dis, on va y aller une journée à la fois. Puis à un moment donné, quand c'est encore plus intense émotivement, je dis, hey, on va y aller 15 minutes à la fois. 15 minutes, on fait une petite tâche, parfait, ça va bien, on continue, parce que souvent, je trouve que quand on est stressé, qu'on regarde the big picture, c'est trop lourd. Puis là, c'est là que ça devient, on devient anxieux et tout ça. Et là, maintenant, j'ai rétréci mon mindset, ma pensée. Ma pensée actuelle, c'est on va y aller une tourne à la fois.
C'est vraiment comme ça que je me gère ces temps-ci, hein, je te jure, là. Dès le matin, une petite tourne, là. Ouais, je dis pas que j'écoute beaucoup les actualités, les nouvelles, là. Je suis Mais tu information décroches junkie, un là, j'avoue. peu, là. Mais justement, mon équilibre, je vais le chercher comme ça. Oui, c'est comme ça que je vais chercher mon équilibre, tu sais. Puis c'est pour ça que je veux rassembler un bouquet de moments qui sont non clivants, qui sont non anxiogènes, Super. qui sont inspirants, dans lesquels il y a de l'espoir. Donc, je ramasse ce bouquet-là dans mes émissions de radio tous les jours. Philippe Fémiou, avant de te laisser, bon, on sait que c'était vraiment une personnalité plus que connue au Québec. Tu as eu ce couple très glamour avec glamour qu'on dit avec Madame McQuaid. Bon, on sait que vous avez chacun décidé de partir de votre côté. Tu as vécu une peine d'amour. Comment tu te portes aujourd'hui? On te sent débordant d'énergie. On t'écoute à la radio. On sent que tes choix musicaux nous amènent vers la positivité. On aimerait tes auditeurs qui ont la chance de t'écouter, parce qu'habituellement, c'est toi qui poses des questions. Comment tu te portes? Je me porte très bien à ce niveau-là. Mon cœur va très bien. J'ai une sœur qui est fabuleuse, un beau-frère Daniel qui l'est aussi. Ma fille est là, la mère de ma fille aussi. Quand c'est le moment, elle est là pour m'appuyer. J'ai toute une belle ribambelle d'amis aussi. Puis Pénélope est mon amie maintenant. On a eu, même encore il y a quelques jours, une fabuleuse soirée ensemble. Elle traverse, elle a traversé ça, une petite épreuve là, tout récemment. Je suis là pour elle, vraiment à tous les niveaux. Je suis fier d'elle. Je suis vraiment très fier du travail colossal qu'elle accomplit à la radio. Alors, on échange beaucoup d'informations ensemble. On se texte, on s'envoie, as-tu lu tel livre, as-tu vu tel documentaire, tout ça. Super. Écoute telle chose. Donc, bon, ça. T'es dans le positif, Philippe. C'est contagieux, là. C'est tout ce qu'on a dans ces temps-ci, là. C'est juste ça qu'on peut faire. On peut être bienveillants les uns pour les autres. Hein. C'est tout ce qu'il faut faire pour passer à travers cette crise-là qui, hélas, n'est pas terminée, loin de là. Hein. Alors, avant de te laisser, nous allons poser la question du Club des Amis à l'un des plus grands animateurs du Québec, oui, à Coconut Podcast, Philippe Fémiou. Il a peur que, et il n'a peur pas seulement, la mode est hyper importante pour toi. Tu as plusieurs pièces de vêtements, entre autres ton manteau de fourrure. Tu as également une froc de cuir, que cette froc de cuir pourrait nous relater bien des histoires. Entre ces deux par-dessus, lequel préfères-tu? Oh! Ah, on fait des rimes à Coconut Podcast, on fait des rimes. Mon manteau de fourrure ou mon manteau de cuir? Mon manteau de fourrure, car c'est une amie, Geneviève, c'était le manteau de son papa. Quand il est décédé, elle me l'a donné. Okay. Et puis, ce manteau-là, il me permet des fois d'être quelqu'un d'autre. Il me permet d'avoir un gros swag, là, tu sais. Et puis, il me garde au chaud aussi pour faire des marches hivernales dans le Vieux-Montréal. Alors, je ne le porte pas souvent, je le porte 2-3 fois par année. Mais quand je le porte, je me sens quelqu'un d'autre, puis c'est le fun. OK. Jean Leloup, je pense qu'il y en a un pareil aussi. Une autre question du Club des Amis. On t'a vu à plusieurs galas, entre autres au gala Dynastie. Les chaussures pour Monsieur Philippe Fémiou, alors, elles sont d'une importance primordiale. Alors, Philippe, là, on aimerait que tu nous parles d'une paire de chaussures, que ça a l'air que tu en as 30 dans ton garde-robe, les Flou Vogue. Peux-tu nous parler de ce secret qui a l'air d'être un secret pour toi? Si Philippe, il est souvent jovial, tu sais, on le rencontre aux abords de Radio-Canada ou en ville, ben, c'est peut-être dû à ces Flou Vogue. Peux-tu nous en parler, Philippe Fémiou? Flou Vogue, j'ai eu un coup de cœur pour ce designer de souliers. Et il y a plusieurs années maintenant, je pense une quinzaine d'années. Alors, John Flou Vogue, installé à Vancouver. Et puis,
J'imagine que je voulais à ce moment-là, j'étais déjà dans un thinking de consommer local. Ouais. Puis j'adore cette idée-là de consommer local, vraiment, vraiment. Surtout que j'imagine que ça me permet d'atténuer un peu ma culpabilité de faire de la consommation compulsive parfois, parce que non, c'est vrai, j'ai peut-être pas besoin de 30 paires de souliers, mais je me dis, bon, j'encourage une entreprise locale, là, c'est pas grave, faut mieux j'encourage. Puis, il y a quelque chose qui est très, très urbain dans les designs, dans les coupes de John Fluval. Puis moi, je suis un garçon urbain aussi, tu sais, je me déplace à vélo avec ces souliers-là, donc ces souliers-là me permettent autant d'être chic, d'être très, très confortable, d'être all-terrain. Fait que ça correspond. Les semelles sont tout le temps là, bien, je suis confortable là-dessus. Là, été comme hiver, je me sens stable. Donc, c'est la raison pour laquelle je tombe en amour avec ce designer-là. En rafale, vite, vite de même, combien de couvre-chefs as-tu? Combien de chapeaux? Parce qu'on te voit à plusieurs festivals là, ou soirées. Combien de chapeaux que t'as, Philippe Fimiou? Est-ce que tu les as déjà comptés? Là, tu ressembles un peu à Spike Lee. Là. Je sais pas, je dois en avoir, je les regarde là-bas, là, je dois en avoir une trentaine. Wow. OK. Puis qui s'agence avec les chaussures. Est-ce que tu es un peu fancy à ce niveau? Bon, ben, c'est seulement les hasards et le destin de la vie qui font en sorte que des fois, c'est agencé, hein? Question du Club des Amis. Hey, on en connaît des affaires. T'es Flouvogue argenté. Ça a l'air que t'as une vibration qui va avec ces Flouvogues-là. Peux-tu nous en parler? Ah ouais. Ça aussi, je les mets pas souvent. Ça, c'est une fois par année environ. Ça, c'est juste pour les galas. Puis le talon, il est haut comme ça, man. Ça me fait mal aux jambes le lendemain. Ça m'a permis de comprendre aussi c'était quoi la vie des femmes qui marchent en talon haut, hein. Ceux-là sont pas confos, je dois dire. Puis, donc, faut que tu marches avec soin. Et puis, ouais, ça me permet là, justement d'être un peu plus, comment dire, un peu plus frondeur, un peu plus frontal, un peu plus baveux avec ça. Là, ça, c'est quand je me prends pour un autre. Là. Philippe Fimiou, écoute, on vient de passer un moment incroyable avec toi. Juste pour terminer, si tu as une suggestion avant tes remerciements, si tu as une suggestion musicale à nous faire, quelle serait cette suggestion musicale, tu sais, la découverte, là, tu sais, du moment, là, que toi, là, quand tu te réveilles, tu vas te coucher même, puis t'es là sur le beat, là. On t'écoute, Philippe Fimiou. C'est la nouvelle chanson de Samian qui s'appelle Génocide. Samian vient de faire un retour musical en force dans un timing qui est tout à fait approprié. Oui, la mort de Joyce qui nous a tous ébranlés au Québec, une mère de 7 enfants. Ça a permis de mettre au jour aussi des comportements qui étaient inaccessibles. Inacceptable, merci. Ça nous a permis d'avoir des discussions entre autochtones et allochtones. Puis ben là aussi, il y a quelques heures maintenant, une tragédie dans une autre réserve à Wendake qui vont nous amener, je l'espère bien, dans les prochains jours, à parler des maladies mentales, de mieux comprendre aussi les maladies mentales chez les populations autochtones. Parce que si les populations autochtones ont des maladies mentales, c'est pas pour rien. Hein? Donc, on a des gens ici qui ont vécu des affaires qui sont atroces, qui ont vécu des agressions, des micro-agressions, agressions physiques, agressions sexuelles, qui ont le vent bien trop d'en face. Donc, dans cette chanson-là, qui s'appelle Génocide, ben, il est frontal, Samian, puis il va jusqu'à dire que que l'histoire canadienne est génocidaire. Il va jusqu'à dire ça dans la chanson. Les beats sont forts, c'est soutenu aussi. Il faut absolument écouter cette chanson-là. Il a bien sûr ramassé ses idées en bloc. C'est presque des slogans. Chaque phrase, c'est presque un slogan. Puis il faut écouter cette chanson-là en boucle. J'avoue que c'est beaucoup. C'est même confrontant parce qu'il y a une des choses qui se passe présentement. Puis je pense qu'une des raisons pour laquelle aussi c'est difficile pour certaines personnes d'entrer en contact avec des Autochtones, c'est que les gens veulent se déculpabiliser de ces inégalités-là. Mais c'est pas de la faute à personne. Il faut sortir de ce carcan-là. Tu vois, dans la chanson Génocide, Samian, il dit « C'est pas parce que tu l'ignores que tu es ignorant.
je trouve que ça touche tellement le clivage qui existe présentement entre autochtones et non-autochtones, c'est que souvent, vu qu'on sait, la grande partie de la population ignore tout des communautés autochtones, d'où tu viens, quelle langue tu parles, tout ça, on sait peu de choses, on connaît aucun mot, mis à part quoi, les langues autochtones, c'est... Bon, ça fait en sorte que les gens, ils se sentent mal d'ignorer des faits. Puis, je pense que ça, il faut... Parce que j'ai beaucoup d'amis autochtones, puis les Autochtones, ça ne dérange pas là, que la population ignore d'où ils viennent. Ils comprennent très bien. Et si on ne sait pas, c'est parce qu'on ne nous l'a pas appris. Donc ça, il faut baisser notre culpabilité. Puis il faut juste entrer en contact avec les Autochtones. Puis sais-tu quoi? Ça peut avoir l'air bizarre de dire, mais fais-toi un ami autochtone. Mettons, t'en as un à job, là, tu n'as jamais parlé, là, ou ton voisin, whatever. Ça faut y parler. C'est vrai. Moi, c'est ça que j'ai fait, hein. Il y a 10 ans, je me suis rendu compte que j'ai pas d'amis autochtones, man. J'ai des amis arabes, des amis asiatiques, des amis haïtiens, des partenaires haïtiens, man. Des amis de partout à travers de l'Afrique. J'ai des latinos, tu sais. Je dis, moi, ça, j'ai pas d'amis autochtones, moi. Ben, je suis parti, man, j'étais à la rencontre, j'allais voir Natacha Canapé-Fontaine après un show. On a jasé pendant 5 minutes. J'ai dit, hey, c'est bizarre de demander comme ça, mais voudrais-tu être mon ami? J'ai fait ça aussi avec Maïté Saganache-Labrec. J'ai fait ça avec Samian, avec Florent Volant, avec Elie Sapi. Je leur ai demandé, là, hey, tu veux être mon ami? Parce que je ne voulais pas qu'il me parle, qu'il voit que j'étais un freak, que je commence à être texté comme ça à tout moment, là. Pas un freak. Je veux juste curieux. Puis moi, ça. Après, je dis, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va avoir une belle amitié qui va naître. Puis sinon, ben, au moins, je vais juste être moins ignorant. Fait que moi, c'est ça le message que j'envoie. Pour répondre à ta question, la toune Génocide Samian, il faut l'écouter. Puis faites-vous un ami autochtone. Puis regarde, les autres, là, ils sont habitués. Ça fait des centaines d'années qu'ils ont la main tendue. Fait que les autres sont habitués là, de ça. Là. Ils vont pas trouver ça bien weird. Là. Écoute, tes remerciements, Philippe Fémieux, tu as la chance de remercier tout l'ensemble des Québécoises et Québécois et surtout de la francophonie qui sont en train de te découvrir s'ils ne te connaissaient pas encore. Écoute, Philippe Fémieux, tu t'adresses à l'ensemble de la francophonie. La parole est à toi. Ben, merci à toutes celles et ceux qui sont curieux et curieuses. Ah, j'adore ça. Les gens qui veulent aller à la rencontre de l'autre, qui sont prêts à entendre des nouvelles choses. Comme par exemple, on parlait de la Gaspésie tantôt. Je suis très impressionné du degré de curiosité, si vous me permettez l'expression, des gens qui ont, par exemple, jamais vu une Angélique Kidjo en spectacle et qui achètent des billets, puis qui vont sur les engins de recherche, font une petite recherche, puis ils se documentent, puis qu'ils s'abandonnent vers l'autre. Alors, merci à celles et ceux qui sont curieux. Je remercie mes patronnes à la radio musicale de Radio-Canada qui me laissent carte blanche pour pouvoir exprimer tout ce que je ressens puis ce que je veux partager à l'égard de la diversité. Ce sont des femmes fabuleuses. J'ai 2 nouvelles patronnes là, maintenant, mais j'avais 2 autres patronnes avant aussi. Donc, ces 4 grandes femmes-là, Elisabeth, Josée, Geneviève, Cathy, ma partenaire de tous les jours, Diane Maheu. C'est avec eux autres là, que je suis capable de... Écoute, sans eux, là, sans eux, je pourrais même pas vivre à la limite, là, sans elles. Donc, ça, je tiens à les remercier. Et puis, je tiens à remercier aussi toi pour cette belle conversation qu'on a eue aujourd'hui. Tu m'as offert une magnifique tribune. Wow. Magnifique tribune. Alors, merci en pile à tout le monde, tout grand monde, tout petit monde des productions pour ce soir, pour avoir fait la recherche. Coconut Podcast. Toute la recherche de Coconut Podcast. Big up! Merci beaucoup. Puis, on a reçu Samian à Coconut Podcast. On a reçu un grand homme, il est photographe également, puis dans la langue de Samian, chez les Algonquiens, on dit merci en disant miigwech, miigwech, miigwech. Sérieux, moi je me dois de t'appeler patron, car tu traces la route pour tous ceux qui viennent derrière toi. Tu es un modèle, Philippe Fémieux.
tu supportes Carla Beauvais, toutes les grandes causes, Gala Dynastie, on te voit lorsque tu recevais ce prix hommage pour ton papa, pour sa carrière, ta sœur. Franchement, vous nous faites un grand honneur de par le travail, mais surtout, vous nous montrez quelque chose, la discipline. Ça rapporte le hard work, le dur labeur. Ça, c'est l'œuvre de ton papa. Tu la poursuis. Ta sœur, vous êtes les tenants d'un héritage. Merci de faire rayonner la diversité. Et puis, Philippe Fémiou, ce n'est que partie remise. Merci beaucoup. Merci en pile. Et work hard and let's play hard. Messieurs, dames, nous étions avec Philippe Fémiou. Écoutez, ce grand animateur à la Société d'État, à Ici Musique, mais surtout, il est producteur à ses heures. Il produit du contenu numérique, artiste, dandy. Écoutez, il a son propre tailleur. Oui, sur autrefois jadis la rue Amherst, aujourd'hui Atateken. Je pense bien Morcy, le nom de son tailleur. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Vous gagnez à connaître l'un des grands militants du positivisme au Québec. Sur ce, messieurs, dames, on vous remercie d'avoir été avec nous. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, sur Coconut Podcast. Merci!